Mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous et de vous accompagner pendant une heure d'émission. On va parler du printemps, oui, de ce beau temps, de ce printemps qui est pour beaucoup une belle saison pour pique-niquer, pour se balader en forêt, mais pour d'autres c'est plutôt la saison de tous les maux. Et ils en prennent plein le nez, pardon. Voilà, ils en prennent plein le nez, des éternuements, des irritations, de la fatigue, des larmes, pas de joie, mais plutôt d'allergies. Et oui, on va en parler. Si elles ne sont pas prises en charge, les allergies peuvent avoir un impact important sur la vie au quotidien. Alors, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2050, la moitié de la population mondiale en souffrira. Alors, à quoi est due cette augmentation de cas? Qu'est-ce que l'allergie exactement? Comment ça se traite et quel est le lien entre l'asthme et l'allergie respiratoire? On va en savoir un petit peu plus avec nos spécialistes sur le plateau. J'ai le plaisir de recevoir professeur Omar Chabati. Vous êtes pneumologue à l'hôpital Beni Messous. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, tout le plaisir est pour moi. Et bien sûr avec nous, docteur Amira Ben Nasser, vous êtes nutritionniste. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et avec toi, justement, avec vous, aujourd'hui, nous allons aussi parler du téflon. Oui. Dans Nutri-Save et le danger qui est dans toutes les cuisines, je pense. Voilà. Effectivement, effectivement. Et bien sûr, pour sa rubrique Pelle-Belle, Samira Hadjambar. Bonjour. Bonjour à Samira. tous. Ça va? Alhamdoulilah, très très bien. Et dans ta rubrique Pelle-Belle, Je m'intéresse aussi aux allergies et surtout aux nouvelles technologies qui, elles, essayent d'aider du mieux, je pense, voilà, les personnes qui sont atteintes d'allergies. Donc, des applications, des accessoires qui permettent de faire face. D'accord. Bon, ça peut être utopique, mais ça existe. Il y a des gens qui travaillent. Heureusement. Heureusement, exactement. Alors, on va commencer tout d'abord par une définition. Qu'est-ce qu'une allergie? Est-ce que c'est une réaction de notre système immunitaire, professeur? Merci. D'abord, bonjour. Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez pratiquement répondu à votre question en disant que c'est une réponse du système immunitaire. Effectivement, l'allergie, c'est une réponse un petit peu exagérée du système immunitaire vis-à-vis de certains produits, qu'on appelle allergènes d'ailleurs. Ça peut être, comme le sujet d'aujourd'hui, des allergènes qu'on retrouve dans la nature, oui, mais parfois des allergènes un petit peu plus dangereux. Donc l'allergie, en gros, c'est une réaction, je ne dirais pas anormale, mais exagérée de notre organisme, de notre système immunitaire, qui est là pour défendre notre corps, notre organisme, contre les différentes agressions plutôt. Exactement. Dont les allergènes par exemple. Et l'allergène dont on parle aujourd'hui, enfin on va parler d'un petit peu tous les allergènes, le thème du jour c'est exactement le pollen est là, les allergies aussi. Alors qu'est-ce qui se passe justement quand un pollen rencontre une personne allergique au pollen? Alors, tout d'abord, les allergies en général sont nombreuses. Il n'y a pas que ces allergies. On va dire quand un allergène rencontre une personne allergique à cet allergène exactement. Eh bien, son système immunitaire, il va réagir. Comment il va réagir? L'allergène va pénétrer dans l'organisme généralement par voie respiratoire. Parce que l'appareil respiratoire est en contact direct avec l'environnement dans lequel se trouve justement ce pollen. Et donc il va pénétrer dans l'organisme et il va être reconnu par notre système immunitaire. Le premier contact généralement se passe normalement, mais les contacts ultérieurs vont provoquer une réaction de synthèse de certains produits par des cellules immunitaires de l'organisme et qui vont produire certains éléments, certains produits, dont l'histamine, qui est une molécule qu'on retrouve dans notre sang et qui sont produites de façon exagérée quand on est en contact avec cet allergène. Et c'est cette histamine justement qui va être responsable, il n'y a pas que l'histamine, il y a d'autres produits également, mais l'histamine c'est la plus importante si vous voulez, et qui va être responsable des symptômes que tout le monde connaît de l'allergie, c'est-à-dire vous avez dit les pleurs, le larmoiement, les démangeaisons au niveau de la gorge, les éternuements, les rhinites, etc. Et la fatigue aussi? Oui, la fatigue est un élément, mais pas le plus important quand même, c'est pas le plus gênant. Le plus gênant, c'est beaucoup plus ces symptômes de larmoiement, de picotement au niveau de la gorge, de rhinite, d'écoulement nasal, des éternuements. Et parfois, il faut savoir que l'allergie peut être sévère. Pas contre le pollen, pour d'autres types. C'est pour ça il faut prendre les allergies dans leur globalité. Souvent, ce n'est pas un problème. Ça
Ça rend la vie un petit peu désagréable, surtout quand on étudie, quand on travaille. Mais parfois, on peut tomber sur un allergène un petit peu plus méchant qui peut donner des signes plus graves. Il ne faut pas donc minimiser une allergie. Ça peut devenir grave. Ça dépend de quelle allergie il s'agit. Au pollen, il ne faut pas la minimiser parce que, je vous ai dit, ça perturbe la qualité de la vie. Mais d'autres allergies, je peux vous citer quelques-unes, les allergies à certains médicaments, les allergies aux piqûres d'insectes, notamment aux abeilles. Les abeilles, voilà, les hyménoptères, qui peuvent être dangereuses et qu'il faut prendre au sérieux. Aux cacahuètes. Pardon? Alimentaires aussi, Aux cacahuètes alimentaires. Les cacahuètes, les allergies alimentaires en général, oui. Pas uniquement les cacahuètes, les allergies alimentaires en général. Les cacahuètes, effectivement, l'arachide, ça peut être un petit peu dangereux. Pour les pollinoses, c'est les moins dangereuses. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir des allergies croisées, cumuler les allergies, avoir une allergie respiratoire plus une allergie alimentaire? Bien C'est sûr, possible. bien sûr. Oui. On a plus de risques d'avoir des allergies. Quand on est allergique, on peut être allergique à un produit, mais souvent on est allergique à plusieurs choses, ce qui rend la prise en charge un peu plus compliquée. Surtout si on pense traiter par ce qu'on appelait la désensibilisation. Communément, les gens appellent ça vaccin. On va essayer d'expliquer un petit peu tout cela plus tard dans le débat. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre collègue Yasmine Blehidja qui nous parle justement de l'allergie. C'est comme vous voulez, donc c'est pas grave. On va y revenir dans un petit moment. On revient dans un petit moment sur le reportage. On va continuer à parler des allergies. Donc on peut, quand on a un terrain allergique, quand on dit terrain allergique, ça veut dire que les parents aussi étaient allergiques. C'est transmissible par les héréditaires. Enfin, voilà. transmissible, c'est pas le mot juste. Oui, mais quand on a des parents allergiques, quand on a de l'allergie dans la famille, effectivement, on a plus de chances ou de malchance plutôt d'être allergique. Effectivement. Et quand on a un terrain d'allergie personnelle, on peut développer plusieurs allergies en même temps. Par exemple, un asthmatique peut avoir un asthme allergique. Si vous avez le père ou la mère ou la fratrie qui ont des allergies, eh ben, les autres membres de la famille, un asthme, quand il est allergique plutôt, parce que dans les autres types d'asthme, parce que l'asthme également, on peut le citer au pluriel, parce qu'il y a plusieurs causes de l'asthme. Mais souvent, c'est l'allergie. Souvent, l'allergie est responsable de l'asthme, on appelle ça l'asthme allergique. Si vous avez un asthme allergique dans la famille, vous avez plus de malchance d'avoir plusieurs membres de la même famille qui est allergique. D'ailleurs, même on a retrouvé certains gènes qui sont responsables et de l'allergie et de l'asthme. Et de l'asthme en même temps. Très bien. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est le reportage de notre collègue Yasmine Blehidja sur les allergies. Le printemps est là, le soleil est au rendez-vous, les températures sont clémentes et les arbres forcément bourgeonnent. L'arrivée de ces beaux jours qui s'accompagnent de l'augmentation de la quantité du pollen dans l'air. Et qui dit pollen, dit allergie saisonnière. Une allergie, c'est une hypersensibilité de l'organisme vis-à-vis d'une ou de plusieurs substances. Voilà. L'allergie saisonnière plus précisément du printemps est généralement due au pollen libéré par les arbres. Chaque saison a ses substances bien précises. On ne peut pas éviter d'avoir des allergies. Par contre, on peut les traiter, on peut se protéger en aérant la maison et par la prise d'antihistaminiques en comprimé, en pulvérisation nasale ou gouttes oculaires selon les symptômes. Éternuement, nez bouché ou qui coule, des yeux larmoyants sont les symptômes les plus fréquents chez les personnes allergiques au pollen. Des symptômes qui ressemblent au rhume, mais ce qui différencie les deux, c'est la fièvre pour le rhume. Les symptômes peuvent être des écoulements nasaux, éternuement, larmoiement des yeux, démangeaisons et parfois même des éruptions cutanées. Les symptômes peuvent toucher un seul appareil, c'est-à-dire le nez, les yeux, pas le tout en même temps, et il n'y a pas de fièvre surtout. Ça touche les enfants, les adultes et même les bébés. Ce que je conseille, toute personne ayant des symptômes similaires, à aller voir son médecin ou son pharmacien pour avoir le traitement adéquat. Pour éviter toute forme plus grave, comme un asthme allergique ou une inflammation, il faut consulter rapidement son médecin pour avoir un traitement adéquat à l'allergie saisonnière.
Ah oui, consulter son médecin et le traitement, c'est le médecin qui le prescrit. On ne fait pas d'automédication. On ne va pas acheter ces antihistaminiques tout seul. C'est clair qu'il faut une ordonnance et une consultation chez le médecin. Alors, quelle est la période la plus critique justement pour les allergies respiratoires? Qu'est-ce que vous voulez dire par la période la plus critique? Le printemps, par exemple, le printemps, Ben l'automne, oui. Justement, c'est une idée qui est reçue depuis très longtemps, mais attention, les allergies saisonnières n'existent pas uniquement au niveau au printemps. Elle est dite saisonnière parce qu'elle apparaît dans certaines saisons. Et vous allez avoir par exemple certains patients qui font des allergies au printemps parce qu'ils sont allergiques à certains pollens du printemps. Mais s'il y a des herbes ou des arbres, des plantes qui pollinisent à l'automne, ça sera une allergie de l'automne. Il y a l'hiver également, c'est rare. Mais il y a également le climat. Quand vous avez un climat pluvieux, et quand il y a beaucoup de vent, il y a plus d'allergies, parce que les pollens se déplacent. Voilà, se déplacent. Et la pollution aussi peut jouer un rôle. La pollution, ce n'est pas pour les allergies, la pollution va aggraver l'état respiratoire. La santé respiratoire est considérablement affectée par la pollution, les pics de pollution, surtout dans les zones urbaines. Ça, c'est un gros problème parce que ça détériore pratiquement la santé respiratoire et ça aggrave, bien entendu, la situation des gens qui sont déjà allergiques. D'accord. Et comment expliquer l'augmentation des cas? Parce qu'on le voit, les enfants aujourd'hui, par exemple, il y a de plus en plus d'enfants qui portent des lunettes, on l'a remarqué, et ça a été prouvé scientifiquement que c'était par rapport à notre mode de vie. Mais les allergies aussi, il y a de plus en plus d'enfants qui sont allergiques et l'OMS aussi le dit, en 2050, la moitié de la population sera allergique. Qu'est-ce qui explique cela? C'est notre mode de vie uniquement ou... Non, il y a l'urbanisation d'abord. Oui. Il y a effectivement cette histoire de mode de vie, mais attention à ce que vous venez de dire également concernant les enfants qui portent des lunettes. Bon, il n'y a pas de relation vraiment avec le port de lunettes et l'allergie. Non, je donne l'exemple pour vous dire, voilà, c'est juste comparatif. Par contre, les chiffres de l'OMS, ce sont des chiffres qui sont approximatifs parce que l'allergie, elle est déjà sous-estimée. Comme c'est un symptôme, ce sont des symptômes souvent qui sont Elle n'est pas forcément diagnostiquée. Pardon? Elle n'est pas forcément diagnostiquée. Bien sûr. Vous avez parlé de l'automédication. Quand on se sait allergique, il n'y a aucune interdiction réglementaire à se procurer des médicaments contre l'allergie chez le pharmacien. Et donc, les gens se traitent automatiquement seuls. Les chiffres sont déjà sous-évalués. Les allergies, en général, quand elles ne sont pas graves, elles sont sous-diagnostiquées. Ce qui fait qu'on peut avoir beaucoup plus que cela. Mais il est clair que les allergies généralement respiratoires sont très très fréquentes. Peut-être qu'elles dépasseront la moitié de la population dans le monde. Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, encore une fois, effectivement, il y a notre mode de vie, notamment pour les allergies alimentaires. Mais il y a également la pollution, l'environnement, l'urbanisation pratiquement sauvage. Nous avons pratiquement tout détruit. Il n'y a qu'à sortir dans notre campagne, on n'a plus de campagne, on n'a plus rien. Est-ce que les personnes qui vivent en campagne sont moins allergiques que les personnes qui vivent en ville? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il suffit d'être en contact avec l'allergène. C'est le seul, et être bien entendu sensibilisé à cet allergène. Si vous n'avez pas de problème de sensibilisation, vous n'allez pas développer cette allergie. Est-ce que le stress peut provoquer des allergies? Non, il ne provoque pas, il peut aggraver la situation, mais il ne provoque pas l'allergie. Peut-on devenir allergique à n'importe quel moment? Oui, on peut devenir allergique à n'importe quel moment de la vie et on peut développer l'allergie à n'importe quel moment de la vie, mais on peut également, quand on est allergique, on peut voir les symptômes s'estomper, disparaître avec le temps. Ça peut se voir également. D'accord. Et devenir asthmatique aussi? Développer un asthme plutôt, voilà. L'asthme, encore une fois, c'est une maladie qui est multifactorielle, c'est-à-dire elle est due à plusieurs facteurs. Et l'allergie est la cause de loin la plus fréquente. Et souvent, les asthmatiques sont asthmatiques dès le jeune âge. Oui, l'enfance. Et ils grandissent avec leur asthme, mais il y a effectivement des asthmes tardifs qui malheureusement sont souvent plus sévères que les asthmes de l'enfance et qui peuvent apparaître à n'importe quel moment de la vie, mais ils sont vraiment exceptionnels et rares. Avec le tabac peut provoquer un asthme? Le tabac, en général, le tabac provoque autre chose que de l'asthme, mais les dernières études, effectivement, ont montré qu'un fumeur peut développer pratiquement de l'asthme. Mais attention,
le tabac est responsable d'une maladie beaucoup plus grave que l'asthme, qui est la bronchopathie obstructive, c'est-à-dire une maladie chronique inflammatoire des bronches qui va altérer la fonction respiratoire et qui va être responsable de l'insuffisance respiratoire chronique, chose qu'on ne voit pas généralement chez les asthmatiques. Ouais. Est-ce que l'alimentation justement joue un rôle dans le développement de certaines allergies? Alors, est-ce qu'elle joue un rôle? Ça dépend du type d'allergie, d'abord, si c'est alimentaire ou respiratoire. Mais il y a des études qui ont été faites par rapport à... Parce que, comme vient de le dire le professeur, il y a une relation assez maintenant bien démontrée par rapport à notre mode de vie. Et quand on dit mode de vie, c'est aussi bien le fait d'être tout le temps à l'intérieur, pas assez à l'extérieur, mais aussi notre alimentation et l'activité physique. Tout ça, ça peut jouer un rôle, soit dans l'aggravation d'une allergie, soit au contraire pour l'aider à mieux gérer, on va dire entre guillemets, les symptômes. Et il y a des études aussi qui sont intéressées à certains allergènes alimentaires qui, eux, peuvent aggraver certaines allergies, même de type respiratoire. Comme par exemple, des études qui ont montré que les gens qui étaient intolérants, par exemple, au gluten, pas allergiques, mais intolérants, donc qui ne se savent pas forcément intolérants, et ben on a remarqué que ces personnes-là avaient peut-être tendance à faire plus d'autres allergies. Donc tout ça, ça peut nous montrer que oui, il y a toujours un rapport entre l'alimentation, donc ce mode de vie-là, et l'apparition ou le développement, ou bien encore une fois, c'est pour calmer un petit peu les symptômes. Donc, au final, tout passe par l'assiette. Au final, tout passe par l'assiette. Oui, c'est-à-dire ça peut jouer. Moi, je sais que il y a des gens, par exemple, qui sont asthmatiques ou qui ont certains problèmes respiratoires. Dès qu'ils adoptent une alimentation plus équilibrée, ils peuvent avoir quand même plus de facilité à gérer leurs symptômes. Donc, ça peut orienter vers cette piste-là, qui est encore une fois le mode de vie en général. Très bien. Voilà. Alors, comment déterminer les allergènes responsables? Comment se font les tests, le test PRIC? Alors, tout est basé d'abord sur les symptômes. Parce que c'est les symptômes, la clinique comme on dit nous, c'est les symptômes qui vont orienter les examens complémentaires qui vont nous aider à confirmer, l'allergie, parce que quand on a des symptômes, on ne sait pas de quelle origine ils sont. Donc il faut confirmer, il faut retrouver ce lien entre les symptômes et la nature allergique. Donc il faut faire certains examens complémentaires qui sont les tests cutanés. Mais il y a également des tests biologiques, des prélèvements qu'on fait pour justement rechercher cette preuve de l'allergie. Il faut savoir que l'allergie saisonnière, et vous avez parlé de la pollinose, c'est une allergie, c'est une hypersensibilité de type 1, on appelle ça le type 1. Pour nos téléspectateurs, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'hypersensibilité. J'ai vu votre reportage, la pharmacienne, où elle avait parlé d'hypersensibilité. Une hypersensibilité n'est pas forcément allergique. Parce qu'on peut être hypersensibilisé, on peut être sensibilisé plutôt, et si on n'a pas le symptôme, on n'a pas d'allergie. Parce qu'en fin de compte, nous soignons les malades. Pour être malade, il faut avoir des symptômes. Si vous n'avez pas de symptômes, vous n'êtes pas allergique. Même si les examens qu'on fait prouvent que vous avez une sensibilisation. Ça veut dire que vous avez été en contact avec cet allergène, ce produit, ce pollen qui a déclenché justement cette réaction de notre organisme. Donc nos tests complémentaires vont prouver cette réaction, mais il faut la confronter avec les symptômes cliniques. Les tests cutanés, malheureusement aujourd'hui chez nous, depuis quelques années, ça il faut le savoir, nous pratiquement on ne les fait pas. Notamment dans pratique. On appelle les tests de PRIC. Les PRIC tests. Je dis les tests cutanés parce qu'il n'y a pas que les PRIC tests, mais les PRIC tests sont les plus utilisés, bien entendu, dans ce contexte-là de polynose, c'est normal. On ne les fait pas parce que nous n'avons plus les allergènes pour les tester. C'est-à-dire, l'Institut Pasteur d'Alger n'importe plus depuis quelques années pour des raisons que j'ignore. Je ne vais pas aborder cette question. Toujours est-il que dans notre plateau technique de diagnostic de ces allergies, de ces polynoses, nous ne disposons plus de ces tests actuellement. Je pense savoir qu'il y a ce problème va être réglé, mais n'empêche qu'il dure depuis quelques années déjà. Donc ça, c'est un. Mais nous avons en plus des tests biologiques. On fait la recherche qu'on appelle les immunoglobulines E. Dans cette hypersensibilité de type 1, elle est de type 1 parce qu'elle est rapide. Quand on est en contact avec cet allergène, on développe les symptômes pratiquement rapidement. Ce n'est pas après plusieurs heures. C'est pratiquement en 30 minutes qu'on va commencer à les développer. C'est une hypersensibilité
rapide, et donc on va tester le marqueur qui nous oriente vers ce type d'hypersensibilité. Ce sont des immunoglobulines. Les immunoglobulines, ce sont des anticorps. On avait parlé au début de cette émission de la réaction de notre système immunitaire. Cette réaction se traduit justement par la synthèse de ces immunoglobulines qui sont des anticorps dirigés contre ce pollen. Bon, je ne rentre pas dans le détail de la. Donc vous demandez une prise de sang pour pouvoir identifier. Voilà. Mais encore une fois, il faudra confronter cela à notre clinique, à notre symptôme. Parce que je peux vous faire par exemple à vous cette prise de sang et je vais vous retrouver ces anticorps qui sont augmentés. Ce n'est pas pour autant que vous êtes. S'il n'y a pas de symptômes, donc on n'est pas allergique. Voilà. En général, c'est comme ça qu'on procède, mais le plus important, c'est d'obtenir justement ces tests cutanés qui sont très, très utiles dans notre arsenal diagnostique. Très bien. Et comment ça se passe au final? Vous avez parlé tout à l'heure de la désensibilisation. C'est quoi le principe de la désensibilisation? Alors, d'abord, avant de parler de désensibilisation, madame, il est difficile de prévenir les allergies ou les pollinoses, les allergies au pollen, parce que c'est dans l'environnement. Comment vous allez éviter ce contact entre la personne allergique et ce pollen? C'est très compliqué. Je peux ouvrir une parenthèse, vous avez dit? On déménage. On déménage, même si vous déménagez. Il y a du pollen, avec un peu de vent. Ben oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est pas ça la solution. J'ouvre une parenthèse pour rapidement rappeler que nous sommes passés, il y a quelques années, d'une pandémie, la pandémie de la Covid. Et nous avons remarqué durant cette pandémie, justement, qu'il y a eu une diminution de ces symptômes allergiques. C'était dû à la distanciation ou au confinement? Non, pas le confinement. Nous pensons, le confinement peut-être qu'il a aidé, mais nous pensons beaucoup plus à l'utilisation du masque, des bavettes. Quand la population en général porte ces masques, justement, le contact avec ces pollens va être diminué. Ce n'est pas un risque zéro, mais il va être diminué. Donc c'est une petite piste qu'on peut utiliser. Mais on ne parle pas de traitement, on parle des... Ce n'est pas un traitement pour guérir, c'est pour atténuer les symptômes. C'est pour améliorer la qualité de vie de ces malades-là. Alors, comment on fait? Généralement, vous avez entendu l'intervention, voilà, les antihistaminiques, ce sont des médicaments qu'on peut utiliser pendant très longtemps et qui permettent à ces malades d'atténuer leurs symptômes et de vaquer à leur quotidien le plus normalement du monde. Ça, c'est un. Deuxième chose, vous avez parlé de la désensibilisation. Bon, ce n'est pas le terme consacré aujourd'hui. On parle beaucoup plus d'immunothérapie allergénique. C'est-à-dire qu'on va donner, donner en petite quantité des allergènes qui sont préparés. Ce sont des médicaments pour justement désensibiliser ces malades à cet allergène. Donc habituer le malade aux allergènes en toute petite dose pour que son organisme s'habitue et ne fasse pas de réaction. Exact. Voilà. Oui. Le problème c'est que les indications font que c'est très difficile de traiter les pollinoses parce que généralement ces malades sont sensibilisés à plusieurs choses. Et là, ça va être très compliqué de les traiter de cette façon-là. Mais donc le médecin, quand il fait son enquête dans la prise en charge de son malade, il va voir est-ce qu'il relève de ce type de traitement ou pas. Et souvent, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, j'ouvre une deuxième parenthèse, comme pour les tests cutanés, chez nous actuellement, nous n'avons pas ces produits, même si l'indication est bien. La désensibilisation, c'est beaucoup plus pour les allergies aux graminées, qui sont des pollens des herbacées, de certaines herbes qui sont disponibles, qui existent chez nous, ces herbes-là. Pour ça, on a ces pollinoses. Donc, dans ces allergies aux graminées, on peut proposer cette désensibilisation, mais encore faut-il avoir ce médicament. Nous ne l'avons pas chez nous, malheureusement, il n'est pas importé. Voilà. Juste pour savoir, à l'hôpital, donc, Beni Messous, votre service, vous recevez quel genre de patients, c'est-à-dire le plus d'allergies? Alors, on reçoit de tout. Oui, mais il y en a sûrement... Pas dans le service où je suis actuellement. Là où je suis, effectivement, la consultation va reprendre. Et quand on ouvre ce type de consultation, on va recevoir toutes les allergies. Que ce soit les allergies dues au pollen ou les allergies dues aux médicaments, les allergies dues, par exemple, aux anesthésies, parce que ça existe également, mais également les allergies dues aux piqûres d'insectes pour les hyménoptères, c'est-à-dire les abeilles et les guêpes. Mais les plus répandus en Algérie, vous savez? D'accord.
C'est le Allergie plus répandu, respiratoire. oui, de Ouais. loin. D'accord. Très bien. Alors, justement, on parlait tout à l'heure de mettre, de mettre un masque, ça pourrait aider. Ça diminue, c'est tout. Quand on se sait allergique, Allergique, on fait par exemple, attention. au printemps, je vais développer, chaque printemps, je développe ces symptômes. Je sais que je suis allergique Aux fleurs. aux fleurs, pollen et tout au ça. pollen pendant le printemps ou l'automne. Je me prépare. Ça, c'est un petit Un conseil masque, puis se laver qui les n'est pas. cheveux et ce genre de choses pour ne pas transporter le pollen même à l'intérieur. Oui, ça, va bien avec soi, ça fait c'est partie de L'hygiène, l'hygiène oui, l'hygiène, quotidienne. c'est ça. De l'hygiène quotidienne. C'est-à-dire, en principe, on n'a pas à conseiller les gens de se laver les cheveux. Ils devraient le faire Non, mais parce qu'on régulièrement. pourrait peut-être pas, on pourrait ne pas le comprendre Oui, ça ou le aide, savoir, ça aide, mais on effectivement. transporte sur nous, Exact. que ce soit Vous sur avez nos entièrement- vêtements ou Vous avez entièrement du raison, pollen. oui. Voilà. Vous avez entièrement Quand on raison. dit il est partout, c'est-à-dire que même sur nous en fait, oui bien sûr. Donc, Mais ce n'est pas la cause la plus fréquente que Tout à les fait. gens développent, c'est-à-dire ces allergies. Si vous avez le pollen sur vous, effectivement, si je suis allergique au pollen que vous portez, je Vous pourrais allez développer. éternuer. Mais généralement, les conditions, il faut être très proche, il faut beaucoup de choses. Par contre, quand vous êtes en pleine nature et vous êtes sensible au pollen qui est juste à côté dans votre jardin ou juste au niveau de la rue, vous avez un arbre qui pollinise et vous êtes allergique à ce pollen, ben, avec le petit vent, vous en sortez, vous développez vos symptômes immédiatement. Et on peut bien sûr aussi développer une allergie quand on déménage, par exemple. Bien sûr. Je déménage vers une région où il y a un certain pollen sûr. où je suis Bien allergique, sûr. je peux développer une allergie à ce La moment-là. condition est simple, madame. Il faut être en contact avec ce. C'est tout. Dès que vous êtes en contact, si vous êtes sensibilisé et vous êtes allergique, vous développez vos symptômes. On parle maintenant des allergènes extérieurs, on va dire pollen et tout ça, mais il y a aussi des allergènes respiratoires situés en intérieur, chez nous, à la maison. Les bougies parfumées, les désodorisants, acariens. les produits ménagers, les acariens, Bon, les acariens, La ça c'est. poussière. les Il y a moisissures. il y a également les cafards Oui. Les blattes, qui sont oui. omniprésents. Oui. Les Exactement. blattes. Tout le monde est allergique au Oui. cafard. Ah oui, hein. mais psychologiquement ou par contre, physiologiquement. les autres produits Oui. ne sont pas forcément allergisants. C'est ça. Ils peuvent donner des symptômes Oui. Il ne peut pas aggraver une allergie. qui ressemblent Oui. à une allergie. Si vous êtes irrité, C'est ça. vous pouvez utiliser un désodorisant qui vous irrite. Vous utilisez un désinfectant ou de l'eau de Javel Ouais. très forte, vous ne Forte, supportez pas. Vous pouvez développer ces symptômes sans que ça soit de l'allergie. Ça, il faut que les gens le comprennent. D'accord. Mais là, c'est facile d'en échapper. Parce que dès que je constate que ce produit a provoqué des symptômes, il faut le bannir. Voilà, l'éviction, Très simple. c'est aussi simple. Là, le problème ne se pose pas. Il reste maintenant les plantes que nous mettons dans la maison. Oui. Aussi. Eh ben, il y a des plantes allergisantes, il faut faire attention. Surtout aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens qui essayent d'embellir l'espace intérieur avec des plantes de l'intérieur. Là, il faut faire attention. Il y a des plantes allergisantes, il ne faut pas Les animaux aussi. Les animaux aussi. Il y a les animaux de compagnie, C'est ça. les chats, les chiens, Ouais. les hamsters. C'est ça maintenant. Il y a beaucoup de choses oui, maintenant. effectivement. C'est le mode de vie qui a changé, C'est ça. encore une fois. Mais les Donc, chats il faut sont avoir- omniprésents également. Oui. Que ce Oui, soit mais à quand on est l'intérieur déjà ou juste à ouais, l'extérieur. l'extérieur, oui. Ben oui. Mais Ouais. quand on sait qu'on est allergique au chat, parce que, alors si vous êtes allergique aux poils de chat, dès que vous êtes en contact avec ce chat, cet animal, vous commencez à éternuer. Éternuer, ouais. Ah, il faut effectivement faire l'éviction. C'est le meilleur traitement quand on sait de quoi il s'agit. Quand je sais que c'est un animal qui me fait développer mon allergie, il faut éviter cet Éviter animal. tout simplement. Le problème, c'est que c'est très difficile. Est-ce que la Surtout, ce sont les- désensibilisation marche par rapport Au chat. au chat? Non, non, c'est l'éviction, il n'y a pas de traitement. Mais il n'y a pas de Non, traitement. non, 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 non. Moi, je C'est peux vous dire que ça c'est marche pas, hein. l'éviction. Le problème, Testez. ce n'est pas évident. Oui. Oui. Si, il y a une solution. Parfois, il y a des malades qui s'attachent, ils ont un attachement très Au fort chat, ça, mais c'est oui, ça. avec alors, l'animal de compagnie, C'est ça. surtout. Même des enfants Oui, également. oui, bien sûr. Mais bon, Il y a les chats qui n'ont pas de, Là, De poils. De Ça poils. existe. C'est les Voilà. seuls qui ont Hypoallergéniques. Voilà. ça existe. Hypoallergénique, Effectivement, exactement. là. C'est pas très. Mais Mais attention, voilà. les enfants et même les Ils sont pas adultes beaux. peuvent adopter un chat parce qu'ils l'ont trouvé dans la Tout à rue. fait. Ensuite, allez-y. Puis les chats dont vous parlez sont trop chers. hein. Exactement, je sais. Oui. Mais ils sont pas beaux. Donc voilà. Un autre conseil justement aux téléspectateurs par rapport aux allergies. Moi, je pense que d'abord, il faut faire attention Oui. quand on commence à faire de l'automédication. Oui. Notre amie pharmacienne a exposé un petit peu ce qu'ils ont comme médicaments contre les allergies, et c'est ce qu'on utilise d'ailleurs, les antihistaminiques. Elle a parlé des traitements qu'on donne des pulvérisations nasales, intranasales. Oui. Là, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de médicaments qu'on utilise en intranasal. Et le malade cherche en fin de compte à atténuer ses symptômes à tout tous les prix, moyens. Par tous les moyens, oui. par tous les moyens. Et dès qu'il constate qu'un produit Marche. marche,
Le problème, c'est qu'il en abuse. Ils abusent, oui. Comment ça en abuser? Il faut savoir qu'il y a des traitements qui altèrent considérablement la muqueuse nasale et qui vont même la détruire avec le temps. Et à ce moment-là, ils vont voir une perte de l'odorat qui s'est installée. Ça peut être dangereux de perdre son odorat. C'est très dangereux parce que vous perdez le goût. Parce que si vous ne sentez plus, vous n'avez plus le goût. On l'a vu pendant le Covid, oui. Exactement. Pendant le Covid. Et ça, c'est très dangereux. Donc, il faut faire attention à ne pas utiliser des médicaments que vous ne connaissez pas, et ne pas utiliser cette catégorie, ce type de médicament tout le temps. Le médecin, lui, le sait. Donc, consultez chez le médecin. Et il sait que vous devez utiliser tel médicament pendant telle durée. Et on ne dépassera pas. Il y a par contre des corticoïdes intranasaux qui sont très efficaces et qui sont étudiés et prescrits par des médecins. Consultez. N'utilisez pas les médicaments, surtout quand il s'agit d'utiliser des médicaments intranasales ou au niveau des yeux, etc. Faites attention, consultez. Et puis il y a les antihistaminiques. Là, je recommande aux malades d'utiliser un antihistaminique pendant la période, juste avant le début de la période où vous êtes allergique au printemps, juste à l'entrée du printemps, commencez à prendre votre traitement, continuez pendant une période, et puis après vous allez, parce que l'objectif, encore une fois, n'est pas de traiter, de guérir de cette allergie, c'est plutôt d'atténuer les symptômes, c'est-à-dire de contrôler ces symptômes pour permettre à ce malade ou à l'enfant même d'aller à l'école plus normalement du monde et à l'adulte d'aller travailler, de vivre normalement. Avec son allergie. Avec son allergie, effectivement. Très bien. Et justement, des solutions existent aussi. Oui. Avec Samira Hadjabar aujourd'hui. Un peu. Quelques solutions, justement, quand la technologie aussi s'en mêle. Donc, on peut aussi avoir des solutions. L'intelligence artificielle aussi, peut-être Non, l'application digitale peut-être. Et on y arrivera pour les oui, ça va arriver. Sûrement. Oui. Voilà. Il y a un jingle où j'en parle directement. Bah si, normalement il y a un jingle justement. C'était justement pour aborder ta thématique. Voilà. Bien. D'accord. Pêle-mêle, si le jingle est prêt, on y va. Oui. Ça me paraît un peu compliqué d'en parler devant le professeur Chabati, mais je me lance quand même. Je me dis, je sais pas, c'est tellement cartésien. Vous êtes professeur, on peut pas vous dire voilà. Mais on ne maîtrise pas ce que vous allez dire. Mais ça va venir. Je suis sûre que ça va venir. On est obligé. Donc, il y a un casque qu'on appelle le casque futuriste. On y croit, on n'y croit pas, les médecins n'y croient pas du tout. C'est un casque qui est développé par un fabricant d'électroménager, mais qui est très très connu. En général, fabricant d'électroménager, et notamment d'aspirateurs. Alors, oui, justement, très cher, mais il fait pas trop de bruit. Voilà. C'est ça. Donc, n'empêche qu'il a développé un casque qui est censé à la base, et ça existe, c'est très bien même pour les oreilles. Et les acouphènes d'ailleurs. Ça réduit les bruits indésirables. Ce qu'il a rajouté, ce fabricant américain très très connu, c'est qu'il a rajouté une espèce de bulle qui protégerait donc les personnes qui souffrent d'allergies de tous les allergènes en fait, de tout ce qui peut les déranger. C'est un système, on a une photo, je ne sais pas si elle est passée, on a un casque et en fait ça protège le nez et la bouche, il y a une espèce d'air qui est ventilé et en fait ça éloigne tous les... voilà, c'est pas très beau, hein, mais c'est comme une bavette améliorée. Voilà. C'est ça. Ouais, mais comme disait le professeur, on est prêt à tout. Hein. Il sort avec ça. Voilà. C'est une nouvelle mode. Pourquoi pas. Mais ça fait futuriste aussi. Oui, exactement. Je suis sûre que ça va arriver. C'est pas encore sur le marché, hein. Pas du tout, mais ils travaillent. C'est un prototype. Voilà, c'est un prototype, mais je suis sûre qu'ils vont y arriver. Il sert à quoi exactement? À vous protéger de tous les virus allergènes qui sont dans l'air. C'est une espèce de bulle comme ça. Il y a un filtre, qui émet du vent, une ventilation au niveau du nez et de la bouche et qui éloigne. Et les oreilles, pourquoi? Les oreilles, c'est pour le bruit. Pour ceux qui souffrent d'acouphènes. C'est-à-dire que vous pouvez écouter de la musique entre-temps. C'est bien. Okay. Mais à trop aseptiser justement son environnement, c'est pas comme ça qu'on développera encore plus d'allergies? Oui, c'est possible, parce que là on va reprendre la théorie hygiénique. C'est ça. D'accord. Voilà. Oui, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des lentilles magiques, les lentilles des verres de contact,
qui, elles, sont déjà sur le marché. C'est pas algérien, on aimerait bien que ce soit algérien, on aimerait bien que ça vienne aussi, mais ça coûte un petit peu cher puisqu'il y a une durée d'utilisation qui est de 12 heures. Ça vous évite, ça injecte en fait pendant 12 heures, dans la lentille permet d'injecter dans l'œil, à défaut de gouttes, donc ça vous évite les gouttes, un traitement antihistaminique, simplement. Ça dure 12 heures. Et pendant 12 heures, ça vous évite de vous gratter, de larmoyer, À condition que ça ne provoque pas autre chose. Donc, voilà. les lentilles, il faudra entretenir. Moi, là, je suis un petit peu sceptique. Hein. Voilà, j'étais sûre. Mais bon, on les appelle les lentilles médicamenteuses. Ouais. Voilà. Elles sont censées être une solution très discrète aussi par rapport à l'anti-allergie. Ça vous évite un tas de choses. C'est développé par un laboratoire aussi américain. Mais c'est déjà sur le marché. Hein, Oui, donc on quand peut. sait qu'il y a des lentilles pour changer la Alors couleur. tenez-vous bien, des professeur. yeux, Il paraît que ça soigne aussi, pareil, hein, je mets des guillemets. Il paraît que ça soigne aussi le glaucome et la cataracte. Bon, il faut laisser ça aux chercheurs, après on verra. Donc, attention, quand on parle de soins et de traitements, là, il faut des preuves scientifiques, il y a des études qui sont faites, il y a des règles draconiennes pour ces études. Là, vous avez bien fait de dire. Je mets entre guillemets. Voilà. Sinon, puisqu'on est à l'ère du digital, et je sais à l'intelligence artificielle plutôt, mais bon, pour le digital, il y a des applications, alors notamment, il y en a aux États-Unis, où on peut consulter certains quartiers en Algérie. Hein. En Allemagne, en France, en Espagne, dans beaucoup de pays, on peut installer une application alerte pollen sur son téléphone. C'est basé sur un système de simplement géolocalisation. Comme la pollution, comme pour la pollution. Comme pour la météo dans les aussi. pics, quand il y a des pics de pollen dans votre environnement. Comme pour le map, quand vous devez vous déplacer pour voir s'il y a de la circulation, là, c'est géolocalisé par rapport à une estimation du taux. Ça mesure le taux de pollen. Alors, comment c'est mesuré? Tout simplement, ils font de la collecte parce qu'il y a un institut européen qui permet, qui donne des informations et c'est sur cette base que ces on va dire, développeurs ont créé ces applications. Mais on peut avoir quelques quartiers sur Alger, c'est mesuré entre 0 et 4 et ça vous indique les endroits par où vous devez passer ou pas. Je ne sais pas. Oui, c'est possible. Oui. Là, il faut Ça marche Quand il y a en un tout cas. En pic, Suisse, éviter ça marche. d'ouvrir et tout ça. Mais il pouvait avoir des capteurs pour les pollens et tout. Il y a un Alors, travail à faire. c'est par satellite et c'est basé sur des données scientifiques collectées par des instituts de recherche normalement sérieux. Ça serait bien qu'une, on va dire une start-up algérienne développe le même concept, pas spécialement pour le pollen, mais par exemple pour le pollen aussi, Pourquoi pas, bien sûr. en collaboration avec le ministère de la Santé, et ça aiderait énormément les gens. Si en 2050 on sera plus de la moitié à avoir des allergies respiratoires, ça serait bien aussi d'avoir ce genre de start-up. Voilà, donc c'est ces petites choses qui font que même si les médecins et les professeurs sont un peu sceptiques, beaucoup Non, même, pas du tout. Pour les applications. oui, Au contraire, c'est l'avenir. pour le casque futuriste, ça Pour le paraît, casque futuriste. il n'est pas encore sur le C'est une marché. idée quand même intéressante. Oui, pour le oui, cas pourquoi pas. Oui. Le seul problème, c'est cette lentille qui pourrait Pour les peut-être. yeux. Et qui il faut soigne faire même très le- attention. On peut avoir une augmentation du taux des allergies dues justement à ce type de. Pas d'humidité, mais c'est Voilà. les moisissures. C'est les moisissures. L'humidité favorise le Voilà. développement des moisissures. Pour corriger, on ne peut pas être allergique à l'humidité, ça n'existe Non, pas. Non, c'est la moisissure. Voilà, C'est un terme que les gens utilisent pour justement dire que. Raccourci. Voilà, c'est tout. Tout ça. C'est comme par exemple pour les allergies saisonnières, on utilisait le terme de allergie au. Au pollen? Non, je perds mes mots là. Oui. Au- Rhume des foins. Voilà, rhume de foin. Rhume des foins. Voilà, exact. Oui, Oui. C'est la même chose. c'est la même chose. D'accord. Très bien. Ok, Merci. Merci à vous. Merci Samira. Merci Et tout de beaucoup. suite, voilà. Nous allons parler aussi d'un ingrédient, d'un matériau qui est dans pratiquement toutes les maisons, je pense, qui recouvre les poêles, les casseroles, pas mal d'autres ustensiles. C'est tout de suite dans Nutrice et Vie. Oui,
oui. C'est vrai. C'est vrai. Alors oui, Jamila disait téflon, on dirait un médicament. Et c'est le nom d'un médicament. Je vais vous donner le nom scientifique qui est trop long. Mais Allez-y, voilà. allez-y. Le polytétrafluoroéthylène. Ça aide pas. C'est pas facile. Voilà, je l'ai dit. On a retenu éthylène. Éthylène, voilà. Tout simplement du téflon ou du PT. PFE. Voilà, du PTFE. Alors, PTFE, c'est plus facile. voilà, Et nos pour le poils- commun des mortels? téflon. D'accord. Téflon. Voilà. Nos poils, nos ustensiles de cuisine en téflon Oui. sont potentiellement dangereux pour notre santé, n'est-ce pas? Alors, c'est oui, potentiellement dangereux. Donc, il faut d'abord revenir un peu sur ce matériau, on va dire, qui a été inventé dans les années 40 Oui. et qui a été après largement commercialisé entre les années 40 et 50. C'était une révolution parce que grâce à ce composant, on va dire, on avait des ustensiles qui étaient anti-adhésifs, donc c'était génial pour ne pas... Sans matière grasse. Sans matière grasse, ou même avec la matière grasse, mais il n'y avait pas Oui, cet effet-là ça collait pas. ça collait moins, ça brûlait moins les aliments, ça tenait bien, c'est-à-dire ça supportait bien la chaleur et chaleur, tout. Donc ouais. vraiment c'était une révolution et de là c'en est des marques même dont l'une Et son bien nom célèbre, est- on va pas, voilà. voilà, son nom c'est devine, ça, hein. c'est exactement. Et bien après, vers les années 90, donc bien sûr, de toute façon dans la science c'est toujours comme ça, il y a quelque chose de nouveau, on ne peut pas savoir tout de suite si c'est bon ou pas bon, il faut d'abord des études et il faut du recul. Et là, après un moment donné, il y a eu ce recul-là, vers les années 90, déjà il commençait à y avoir comme ça, des suspicions que ça c'était pas vraiment forcément très très bien. Et après, bien sûr, on a commencé à chercher, à se documenter, etc. Alors maintenant, ce qu'il en est, c'est que le téflon, certaines organisations de santé ou certaines commissions, telles la Commission européenne, ont commencé donc à l'interdire carrément, parce que bien sûr, tant qu'il reste intact, il peut encore être utilisable, il n'y a pas de souci, mais dès qu'il est un petit peu endommagé, Débraché, oui. et ça devient vraiment, Toxique. ça peut être nocif. Voilà. Au début, les études ont été faites sur des rats, et on a observé que leur foie, leur pancréas et tout ça, est doublé vraiment de volume quand ils étaient exposés fréquemment à du téflon. Et c'était même très très cancérigène. Et de là, on a fait un petit peu des études on a observé sur l'humain et tout, et on a vu que vraiment c'était quand même. En fait, le problème aussi, c'est la fréquence d'utilisation. C'est-à-dire que si j'ai une poêle qui est en téflon et que je l'utilise de temps en temps, c'est une chose. Mais si j'ai toute une batterie de cuisine, c'est-à-dire mes casseroles, mes poêles, mes marmites, mes cocottes, tout est en Tous téflon. nos ustensiles sont en téflon, Voilà. je pense. Pas forcément, Oui. justement. Presque. Il y a des alternatives dont je vais vous parler, mais le problème du téflon, c'est quoi? C'est que si j'utilise une fourchette, une cuillère, quelque chose qui est en métal, et ça va venir faire des Ébrécher, éraflures. Voilà. Maintenant, des fois, on les voit, mais des fois, on ne les voit pas. On appelle les micro-éraflures. Oui. Et il y a des études qui ont été faites dans l'université de Newcastle qui a montré qu'une micro-éraflure pouvait libérer jusqu'à 9000 molécules de plastique à chaque utilisation. Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans le téflon, c'est qu'il y a une molécule, précisément le PFOA. D'ailleurs, maintenant, vous trouvez des poêles qui se vendent et vous met 100 PFOA. Ce PFOA, c'est un acide qui est libéré par le téflon, qui va aller dans nos aliments et qui est très mal dégradé, voire pas du tout dégradé par notre organisme, et qui, au fur et à mesure du temps, donc il va s'accumuler dans notre organisme et ça peut provoquer donc des choses comme ça qui sont pas forcément bonnes pour nous. Et donc de là est partie l'idée que s'il était éraflé, il fallait faire attention. Mais des fois, on a tous ou toutes vu des poêles, des marmites où il y a des éraflures, mais on continue de les utiliser. Exactement. Et le problème, c'est quand Mais c'est on à gratte haute aussi. température. Mais c'est ça. Mais on Des gratte, fois, grave. quand on lave, On on frotte. gratte, exactement. On frotte fort. Et toutes ces micro-éraflures et éraflures qu'on voit sont très dangereuses. Donc le téflon, tant qu'il n'y a pas d'éraflure, ok, ça peut passer. Mais s'il y a une éraflure ou une micro-éraflure, on jette. C'est pas autre chose. Ça Normalement, paraît il a une compliqué, durée il a une durée de vie de 2-3 ans. Et nous, on a des poêles de 20 ans. Oui. On les garde, voilà. On se dit, paraît oui, c'est bien, c'est anti-adhésif, ça colle Mais pas, parce etc. Parce que ça coûte Exactement. cher aussi, Ça coûte de cher. changer sa vaisselle. Exactement, c'est pour ça que peut-être qu'il faut le Il faire. faut au fur et à investir dès le mesure. début sur des ustensiles sans téflon. du Alors, coup. sans téflon, bon, si vous avez du téflon, n'utilisez pas des choses là, c'est la période, par exemple, du bourek et tout, il ne faut pas les retourner avec des fourchettes. Utiliser Mais des cuillères en bois. bois, exactement. Donc quelque chose qui ne va pas érafler. Sinon, vous pouvez utiliser les matériaux où il y a moins de risques. Donc on a terre cuite, un peu la cuisine ancestrale, si on sait bien l'entretenir. Tagine Mais et- voilà, tagine et tout ça. Juste la cocotte. S'il y a un revêtement à l'intérieur,
on fait attention là où on l'achète parce qu'il faudrait savoir si ce revêtement des fois il y a du plomb dedans. Donc nous, même nous les nutritionnistes, on cherche beaucoup au niveau de... Parce qu'on Il y a fait du beaucoup plomb Dans Oui. le tagine. dans le revêtement. Des fois, vous achetez un tagine, il y a un revêtement à l'intérieur. Il n'est Et- pas brut. C'est les tagines modernes. Moderne. Voilà. Oui. Ouais. Et Peut-être ce les re- wok, mais pas Non, les... non, non, les tagines. D'accord. Et Il est revêtement. lisse à Il est lisse à l'intérieur. D'accord, non. Et ce revêtement-là, si vous ne savez pas en fait, d'où vous achetez ça ou vous n'avez pas la provenance, vous n'avez pas la compo, des fois il y a du plomb dedans. Donc il faut faire attention à ça. Oui, je sais, c'est Généralement, il n'y a Ça jamais fait de peur, compo. hein. C'est ça le problème. jamais. C'est pour Il y a ça jamais, que oui. personnellement, moi, si j'achète soit un qui est fait en terre cuite, il n'y a pas de revêtement. Voilà. Et donc l'entretien, il est un peu compliqué. Il y a toute Vous une. mettez il faut- de l'huile d'olive. faut D'abord, mettre de ils battent- l'huile pour ils qu'il y ait battent l'huile, hein. Voilà, une espèce de dans de film, mais il l'eau, faut dans voilà, de c'est l'eau, ça. il faut bien le sécher, il faut jamais Ça le reste mettre toute le une nuit, couvercle c'est ça. fermé dessus pour qu'il n'y ait pas l'humidité, les C'est ça. moisissures, comme on a dit. Il y a toute une Il voilà. faut savoir cuisiner avec aussi. C'est ça, il faut Finalement, savoir nos cuisiner. grands-parents et nos parents avaient raison d'acheter une fois par an. Généralement, Oui, c'est la Tony main. Gérard. Tony Gérard ouais, de la sans- chambre, oui. Bon, possible. Après, si on l'entretient bien, c'est quelque chose quand même qu'il y a des familles où ils ont Ça reste. Voilà, la Ouais. cocotte qui est très ancienne. Il y a l'inox qui est franchement top. C'est vrai que ça colle un peu, mais ça reste un matériau qui est. Alors Ça qui- colle parce qu'on qui- ne préchauffe pas. On ne préchauffe pas, voilà, il y a Ouais. des techniques. C'est un matériau maintenant qui a été très bien étudié. Donc, on sait maintenant qu'il n'y a pas de problème, ça ne migre pas dans l'aliment. Qu'on peut utiliser c'est-à-dire quelque chose en métal dedans, il n'y a pas de souci, ça ne va pas venir s'érafler. En tout cas, pas de la manière dont. Même s'il y a éraflure, il n'y a pas de problème. Exactement, c'est voilà. pas comme le téflon. Mais il faut faire attention à acheter de l'inox 1810. Vous voyez que c'est écrit 18. On a une très slash bonne 10. entreprise algérienne Oui, étatique. oui, Exactement. effectivement, Voilà. qui produit ça. Il y a un phénomène qui est apparu, et les gens ne savent pas parce que ça ressemble à l'inox, mais c'est l'aluminium. Oui. Et c'est pas cher Oui. par rapport Oui. à l'inox. Donc l'inox, c'est beaucoup plus cher. D'accord. L'aluminium, c'est Non. pas cher, c'est très léger. Vous voyez On les ne peut pas casseroles, elles sont- cuisiner avec l'inox. on évite l'aluminium. Franchement, on évite parce que ça fait beaucoup de dégâts. C'est aussi pareil. Ça chauffe rapidement, c'est bien, mais c'est pas un matériel ou un matériau qu'on pourrait on peut être sûr que c'est inoffensif parce que l'aluminium cause aussi pas mal de problèmes. La fonte, pour ceux qui peuvent, Qui ont les se moyens. permettent. qui ont les moyens, la fonte, c'est un très bon, ça conduit très bien la chaleur, mais aussi l'entretien, il n'est pas évident et c'est lourd Oui. et c'est cher. La céramique, pas très conseillé. Ah bon Non, la Bah, céramique. on a des plats en céramique qui vont au four pour faire des gratins et tout ça. C'est Alors, tout déconseillé. dépend de un, l'utilisation, et de deux, cette céramique-là, s'il n'y a pas des... Vous voyez, des fois, il y a des dessins, des Oui. trucs. Donc, on ne sait pas avec quoi ça a été fait, cette peinture-là. C'est une petite peinture céramique, oui. C'est ça, en fait. Mais qu'est-ce qu'il- Alimentaire. Mais qu'est-ce qu'il y a Un peu dedans la- Et en Alimentaire, fait, on ne sait pas finalement Si. si c'est alimentaire ou pas. Si. comment savoir Comment savoir Ça, Si c'est c'est là- pas écrit dessus. C'est comme, par exemple, pour les poêles en pierre. Oui, on va dire qu'il y a des marques de référence. Voilà, hein, quand vous achetez voilà. une poêle en pierre, qui est vraiment certifiée, etc., vous avez des marques qui sont connues, qui ont été Reconnues, voilà, voilà, c'est de la vraie pierre, oui. Mais des fois, vous avez, c'est du téflon, et ils ont fait une espèce d'imitation Imitation dessus, pierre. en pierre. Donc vous l'achetez en pensant que c'est de la pierre, mais c'est du téflon. Et vous allez rayer, donc faire attention. Et en D'accord. fait, dans tout ça, ce qu'il faut dire, c'est que la chaleur, le problème là, c'est quoi? Même pour le téflon. Si vous cuisinez à température modérée, basse, voilà, ça passe. Mais le problème, c'est les hautes chaleurs. C'est ça qui développe ces composés toxiques pour nous. D'accord. Que ce soit quelque chose qui soit... même si je prends un ustensile en inox, mais je cuisine dedans à haute température. C'est Ça mauvais pour la peut santé. développer Qu'est-ce que des vous appelez haute acrylamides. température? Les hautes Quand c'est trop températures, fort. c'est vraiment... Vous voyez, quand on met... Au par four, exemple, 200 il y a degrés. les fritures, bien sûr. Voilà. Et il y a aussi tout ce qui va être... vous voyez, quand on met quelque chose à fond sur le feu et ça bouille, on laisse ça pendant des heures. Oui. Ça, c'est de la haute température. Oui. Nutritionnellement parlant, on n'en parle pas parce que ça Ça dépasse les 100 degrés. ça dépasse les 100 degrés, ça dépasse même les... Bon, donc, vaut mieux faire cuire à petit feu Oui. qu'à feu vif. Oui, oui. Tout simplement. Tout simplement. Et sur une petite durée. Même à longue durée, Oui. il y a des choses qui prennent du temps pour cuire. Tomorrow. Jumbo. Mais c'est-à-dire, ce que je veux dire, Meilleur. c'est que la cuisson à haute température, même choix, même tout ça, eh bien, ça c'est déconseillé. On sait maintenant qu'il y a des réactions de Maillard, il y a des choses comme ça qui viennent, qui sont pas bonnes. Donc, si vous avez un ustensile en téflon, rayé, plus vous faites cuire votre viande jusqu'à ce qu'elle se Haute crame, température. Donc, c'est là, on très a mauvais pour la santé. vraiment un cocktail explosif pour votre organisme. Donc, à éviter aussi. Merci, docteur. De rien, avec plaisir. Docteur Amira Bennassabza, nutritionniste, merci pour toutes ces informations. Bah, avec plaisir. Professeur Omar Shabati, vous êtes pneumologue à l'hôpital Ben Messous. Merci pour votre participation. Merci à vous. Et Samira Hadjama, merci aussi pour ta Merci, participation. merci à vous. On a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Avec, oui, beaucoup de choses. Merci en tout cas. Mais on a eu beaucoup, un peu trop peur là. Oui.
Bah, On peut utiliser on s'en sort bien, la comme J'ai ça. donné des alternatives. Moi, c'est ça ce Exactement. que j'aime La bien. poterie, la Mais poterie. même les alternatives posent problème. Non, Vive pas le toujours. traditionnel. L'inox, de l'inox et ça ira, L'inox, voilà. la terre cuite. La poterie, la terre cuite. La terre cuite. Le verre on en a Ah, pas le verre, on parlé. en a le pas verre parlé. Oui, le Ah verre. oui, c'est On y très reviendra. tendance cette année. Voilà. Voilà. Le verre aussi, vous pouvez. C'est tendance cette année. Voilà. Voilà, merci à vous. Avec Merci plaisir. pour votre participation et tout de suite nous passons à la deuxième partie avec... لك بيمين نفديك بدمي الغلي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين يا على مكيلاني يا أرض صلاح الدين احنا معاك شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم من صميم قلبي لا نتأخر أبدا ونعهد بربي يا حربي ودام الشهداء للفتح وطني وشعبي هم المسبدين إيه تحيا فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين يا يعلمك إلهي يا أرض صلاح الدين فلسطين الثورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان احنا هما أصحاب التضحية ما نخافوا عديان في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين ايه يا أرض فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي Sur le plateau de Ma famille, ma vie et place à Wisher avec Wahida Selmchif. Bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, ça va, très bien, merci. Tranquille. Alors aujourd'hui dans Wisher, tu nous parles? De littérature palestinienne. Exactement, et ce sera bien sûr juste après le jingle. Alors Wisher, aujourd'hui tu nous parles d'un Un écrivain palestinien. Voilà. Donc il faut savoir que la littérature elle joue toujours un grand rôle dans les peuples. Elle raconte l'histoire. C'est un moyen de s'exprimer. Donc souvent elle est utilisée pour transmettre des messages, raconter l'histoire d'un peuple, mais aussi défendre ses idées et défendre des causes. Donc aujourd'hui j'ai choisi Karim Kattan Al-Qattan en arabe, donc qui est écrivain palestinien. Il est docteur en littérature. Il a l'avantage et la chance d'écrire en anglais et en français. Voilà, donc il a fait des études supérieures en Europe, en littérature, donc il a côtoyé d'autres écrivains, il a pu s'ouvrir à d'autres cultures, il a eu la chance de voir d'autres pays, échanger aussi, parce que c'est très important d'échanger. Donc son œuvre comprend des romans, des essais, et des poèmes, mais surtout des écrits journalistiques. Donc il faut savoir qu'il est né en Palestine. Malheureusement, il a dû partir, il a dû quitter comme la plupart des Palestiniens qui sont contraints de quitter leur pays, mais ils gardent toujours un bout de leur Palestine dans le cœur, dans leur esprit et même dans leur travail au quotidien. Donc ils font de ça leur combat. Karim Qattan, donc il a exploré plusieurs thèmes concernant la Palestine, que ce soit dans leur culture, et il a parlé de ce qui se passe, il a raconté la triste réalité palestinienne, donc la souffrance du peuple palestinien, mais aussi il partage de jolies choses palestiniennes, l'histoire, la culture, et il anime plusieurs conférences
conférences, ce qui est normal quand un auteur et un écrivain fait sortir un livre, donc quand il fait la bande dédicacée. Donc il fait aussi des conférences où il discute avec les lecteurs, où il raconte, il donne son point de vue, il défend son peuple, ce qui est bien. Donc parmi ses œuvres les plus connues figurent Préliminaire pour un verger futur. Donc c'est un recueil de nouvelles qui a fini premier prix, finaliste du premier prix Bocas, qui a été publié en 2017. Donc c'est ce qui marque en fait la littérature palestinienne avec cet auteur, c'est qu'il a eu des livres qui ont été qui ont fait le buzz, en fait, qui ont été traduits dans plusieurs langues, mais aussi ils ont remporté des prix. Donc c'est tout à son honneur. Il y a aussi La Marche Blanche. Donc, ce livre était bien accueilli par les critiques, parce que souvent, on critique les livres. Voilà. Donc, par contre, c'est rare où on accueille bien les livres, où on les note bien d'ailleurs. On les note très bien. En plus de son travail d'écriture, Karim El-Khattan est également engagé dans la promotion de son patrimoine. Souvent, il fait des plateaux télé, comme il s'exprime en français, en anglais, et notamment en arabe. Donc, il fait plusieurs plateaux télé à l'international où il défend la cause palestinienne, où il explique la cause palestinienne. Je pense nombreux d'entre nous qui l'ont découvert récemment avec les événements qu'il y a eu depuis le 7 octobre. Donc, il part, non seulement qu'il fait la promotion de ses livres, parce que comme ils sont récents, il a même en 2023 remporté un prix par rapport à lauréat des livres. Donc du coup, il profite en même temps, il se fait inviter en tant qu'auteur pour parler de ses livres, mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois, il essaie de parler de ce qui se passe en Palestine, d'expliquer ce qui se passe en Palestine, parce qu'il faut savoir, moi-même j'ai constaté ça, plusieurs personnes ignoraient exactement la situation, surtout s'ils sont étrangers, donc ils ne savent pas vraiment l'histoire, mais en partageant, en véhiculant, en expliquant, on peut changer leur opinion, on peut leur ouvrir les yeux, si on peut dire ça comme ça. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir ces livres, à aller le lire. On peut les télécharger gratuitement sur Internet. Si on a les moyens de les acheter, c'est toujours mieux que de les télécharger. Ça encourage et ça motive l'auteur. Et puis, une fois qu'on va terminer la lecture, il faut laisser des commentaires, il faut donner son avis. Et pourquoi pas écrire à l'écrivain. Moi, je le fais pour les motiver. Très bien. Et puis, voilà. On rappelle le livre, La Marche Blanche? Alors, oui. Alors, il s'appelle exactement Karim Khattan. L'écrivain. Et voilà. le livre? Et puis, il a deux livres. Il y a Les Préliminaires pour un verger futur et il y a La Marche Blanche. Donc, deux livres, deux très beaux livres à découvrir, à lire et à partager, et à offrir. Pourquoi pas? Très bien. Merci. Avec plaisir, Mounia. Merci encore. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous dès demain. Voilà. Bonne journée à vous avec le reste des programmes de la chaîne Canal Algérie. Au revoir.